Chers invités et membres de l'association, nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre première conférence qui a pour thème l'inclusion scolaire, autisme et autres besoins au sein de notre communauté. Je m'appelle Ismaël Absiye et je serai votre maître de conférence tout au long de ce programme. Je pense que vous avez tous le programme sur la table. Donc, notre programme sera ensuite l'ouverture avec une petite sourate de Coran. Ensuite, présentation de l'association par la présidente, Mme Oumarkher Ismaël Assoui. Ensuite, les différents placements au CPO et l'utilité du diagnostic précoce qui sera fait par Mme Nimo Ibrahim, qui est membre de la communauté. Ensuite, la période des questions. Ensuite, nous aurons quelques témoignages par deux parents, Mme Anna Mohamed et Mme Fatima Aden. Vers 17h, nous aurons notre pause de prière et café. Et nous entamerons notre conférence par des questions. J'appelle M. Ali pour l'ouverture avec une sourate de Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Jazakallah khair. Maintenant, j'appelle Mme Ouma Ismaël Assoui qui nous parlera de l'association ADAP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole dans cet événement mémorable au nom de l'association pour l'autisme et autres besoins ADAP. Permettez-moi d'abord de remercier en mon nom et au nom de mon équipe tous nos sponsors publiés dans notre affichage que vous allez voir sur la table, sans lesquels nous n'aurions pas pu organiser cette activité. Je voudrais aussi remercier tous nos intervenants qui prendront la parole pour leur investissement et leur temps, ainsi que tous nos bénévoles pour leur contribution. Je remercie également tous les invités ici présents pour l'intérêt qu'ils ont accordé à notre invitation. Mon remerciement également à mon équipe qui travaille sans relâche pour leur engagement et leur motivation, et sans eux, je ne pourrais mener cette mission. Je vais vous faire un bref rappel de l'association ADAP. Les membres actuels de cette association sont des parents ayant des enfants aux besoins particuliers. Nous avons eu chacune de son côté affronté seule la problématique liée à l'adaptation des comportements de nos enfants et au suivi de leur scolarité. Nous avons cherché de son côté chacun de son côté les services disponibles pour nos enfants avec beaucoup d'efforts. Après ce long parcours de 10 ans et plus, nous avions décidé de mettre en commun nos propres expériences en vue d'améliorer les services que nous offrions à nos enfants d'abord et pour mettre à profit aux enfants de notre communauté. Nous avons commencé à mener quelques enquêtes auprès de notre communauté et avons constaté le nombre croissant des enfants autistes et ayant d'autres besoins particuliers, mais qui ne sont pas diagnostiqués très tôt. Nous connaissons les difficultés liées à l'isolement que traversent ces parents. Le confinement de 2020, à cause de la pandémie de la COVID-19, a empiré la situation des parents ayant des enfants aux besoins particuliers. Car vous comprendrez la souffrance des parents à travailler à la maison tout en s'occupant du suivi scolaire de ces enfants qui ont besoin d'adaptation, bien sûr.
Cela a augmenté l'isolement et le stress chez les parents. Face à ces difficultés, nous avons développé de la résilience en nous engageant à la création et la formalisation de notre association ADAP. ADAP a vu le jour le 19 juillet 2020. Juste après avoir créé officiellement l'association, nous avons commencé à organiser virtuellement des séances d'activités aux enfants et des séances de réseautage pour les parents, ce qui s'appelle les chahiches, comme on fait à chaque mois, pour que vous voyez défiler, bientôt on va le faire défiler à l'écran. Dès la réouverture des activités de la vie, grâce à nos cotisations et aux bonnes volontés des parents ici présents, nous avons pu organiser sans aucune subvention une sortie à quelques enfants au parc Oméga, et c'était une occasion sans pareil de les voir heureux et sourire. En attendant d'avoir un espace dédié pour les activités de l'ADAP, nous utiliserons l'espace virtuel sur Facebook, par courriel ou par téléphone pour répondre à vos questions et pour vous informer aux services que nous offrons et les activités programmées. Nous invitons tous les parents, d'abord djiboutiens vivant à Ottawa et à Gatineau, ayant des enfants aux besoins particuliers, de venir se joindre à nous en laissant vos coordonnées avec les bénévoles disponibles dans la salle à la porte, avec seulement une contribution mensuelle de $10. Notre association est ouverte aussi aux autres communautés noires, immigrantes, de minorités visibles, désireuses d'avoir de l'information sur la question. Ces enfants sont les nôtres et ils ont besoin de nous, de notre soutien et de notre solidarité. Ces enfants ont besoin de vivre, de rire, d'apprendre et d'être aimés. Ces enfants ont besoin d'avoir une carrière et une vie de famille quand ils sont adultes. Nous faisons appel à la générosité, de votre générosité pour que nous puissions adapter nos activités aux enfants. Aussi, nous faisons appel à la communauté canadienne et aux entrepreneurs de continuer à nous appuyer dans nos futures activités. Je ne peux clôturer mon intervention sans remercier toutes les personnes qui nous ont appuyés lors de la création et qui continuent jusqu'à présent à nous soutenir de près ou de loin. J'aimerais appeler ici toute l'équipe ADAP. Ismaël, asseyez-vous. Saada Koumane, Ayan, Osman, Amina, Osman. Merci, Madame Montel. Sans plus tarder, on va passer au prochain point qui est différents placements au CPO, dans le Conseil de l'Est de l'Ontario, et l'utilité du diagnostic précoce présenté par Nimo Ibrahim. Et avant ça, j'aimerais vous présenter une petite biographie de Nimo. Nimo Ibrahim Ahmed est enseignante de formation. Elle travaille au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario depuis 17 années en tant qu'enseignante, de la maternelle à la 6e année et comme enseignante ressource pour les élèves avec des besoins spéciaux. Elle est à la direction depuis 6 années comme directrice adjointe à l'école Franco-Jeunesse et depuis 2019 à la direction de l'école Gabriel Roy. Membre active dans plusieurs comités tels que le comité de participation des parents et le comité consultatif de l'enfance en difficulté en tant que représentant des directions à l'élémentaire. Elle consacre son temps libre en siégeant à des conseils d'administration de la ville d'Ottawa qui aident les jeunes et les femmes dans le besoin. Deux causes qui lui tiennent à cœur. S'il vous plaît, veuillez accueillir Mme Nimo Ibrahim. Bonjour à tout le monde, je vais essayer de parler un petit peu plus fort avec le micro, c'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Je tenais sincèrement à mon tour à remercier cette équipe. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, ce sont des mères, plusieurs mères. C'est toujours, souvent, des mères qu'on voit qui sont toujours en train
militer pour des causes qui leur tiennent à cœur. Alors aujourd'hui, j'aurais aussi apprécié voir des papas autour qui puissent aussi être à côté de ces mères qui travaillent au quotidien avec leurs enfants, qui ont souvent des besoins. Donc, je pense qu'on devrait vraiment les applaudir. Donc, comme Esmeralda l'a bien précisé, je suis dans le domaine de l'éducation depuis 17 ans. Donc, j'ai commencé ma carrière avec les tout petits en maternelle. J'ai eu la chance d'enseigner maternelle, jardin, 2e année, 4e année, 6e année. J'ai été enseignante ressources et j'ai eu le privilège de pouvoir côtoyer plusieurs élèves avec des besoins particuliers, de travailler avec des parents aussi. Donc, le but vraiment de ma présentation, c'est un petit peu expliquer ce que le conseil scolaire et la plupart des conseils scolaires font au niveau des services et des programmes pour les élèves avec des besoins particuliers. Donc, il y a beaucoup de terminologie très technique, mais sentez-vous très à l'aise pendant que je fais ma présentation. Si vous avez des questions, de m'arrêter, il me fera plaisir d'y répondre. Je sais qu'il y a une période de questions par la suite, mais il me fera plaisir de pouvoir répondre sans trop retarder non plus le reste du programme. Donc, l'inclusion scolaire, autisme et autres besoins particuliers au sein de notre communauté. Donc, la présentation va parler beaucoup du plan, des programmes et services aux élèves ayant des besoins particuliers. Je vais pouvoir expliquer un petit peu les différentes catégories, les définitions des anomalies, puis le processus de consultation pour le plan des programmes et services pour élèves ayant des besoins particuliers, les méthodes de dépistage précoce et continu, puis les différents types de placements qu'il y a au CPO, sachant que la plus grande notre communauté, nos enfants vont plus au CPO qu'aux autres conseils scolaires, les différents programmes ainsi que les placements, puis le processus du comité d'identification de placement de révision qui est le CIPR et le comité d'appel s'il y a un recours à un comité d'appel si on n'est pas d'accord avec le CIPR. Et le plan d'enseignement individualisé qui est un document légal et qui est très très important de pouvoir connaître comment ça fonctionne en tant que parent. Alors, au niveau des catégories et définitions des anomalies, selon la loi de l'éducation qui définit l'enfance, l'élève en difficulté, il y a 5 catégories d'anomalies selon la définition fournie par le ministère de l'Éducation en Ontario. Je vais juste aller directement dans le lien, mais je pourrais partager par la suite à l'équipe qui pourra le mettre sur leur site. Donc, il y a l'anomalie du comportement qui regroupe plusieurs catégories. Ensuite, il y a l'anomalie au niveau de communication, donc autisme, surdité partielle, trouble du langage, trouble de la parole, trouble d'apprentissage. La 3e anomalie, c'est d'ordre intellectuel, donc des élèves soit surdoués ou déficience intellectuelle légère, handicap de développement. Puis la 4e anomalie, c'est d'ordre physique, donc handicap physique, cécité, basse vision. Et la 5e regroupe tout ce qui est anomalie multiple. Donc, cette information, vous pouvez aussi le retrouver sur le site du conseil, dans le guide des parents aussi qui est remis par l'école pour avoir plus d'informations. Alors, le processus de consultation pour le plan des programmes et services pour enfants ayant des besoins particuliers. Dans chaque conseil scolaire, il y a un comité qui se réunit une fois par mois, donc des membres internes du conseil scolaire y siègent, incluant des directions. Donc moi, je représente les enseignants à l'élémentaire. Une surintendance est responsable de ce dossier. Différents conseillers scolaires siègent à la table. Des parents y siègent. Pendant plusieurs années, on avait le privilège d'avoir notre collègue, Mme Fatima Adem, qui représentait la communauté, qui a siégé pendant plusieurs années. Le poste est vacant, donc j'encourage les parents parce que Mme Fatima, ses enfants ont quitté le CPO, donc s'il y a des parents qui veulent y siéger, je pense que ce serait une belle opportunité d'y participer. Donc ce comité se rencontre une fois par mois. C'est le comité qui permet de revoir et de réviser les différents services et programmes que le conseil scolaire offre. Et on a des comptes à rendre au ministère de l'Éducation, donc le comité est ouvert au public. Vous y avez accès, c'est quelque chose qui vous intéresse pour comprendre comment les choses se passent, comment au niveau des subventions, puis la révision de différents documents qui sont en lien avec l'enfance en difficulté. Donc, sentez-vous très à l'aise d'y assister, puis de demander aux directions de vos enfants de vous envoyer le lien ou même d'appeler au siège social du CPE.
Alors, lors de ces réunions, le CPE encourage le CCED à leur soumettre des recommandations qui peuvent concerner l'élaboration, la mise en œuvre de son plan, des programmes, etc. Puis, annuellement, ils réexaminent le plan des programmes et des services. Puis, ils développent aussi des relations avec d'autres partenaires qui offrent des services si le CPE n'est pas en mesure d'avoir certains services. Alors, les méthodes de dépistage que le conseil scolaire offre, souvent les enfants commencent à l'école à partir de 4 ans. Déjà, dès le commencement de l'école, nous, on fait ce qu'on appelle un dépistage précoce pour la maternelle ou les enfants qui débutent le jardin. Ça nous permet de voir globalement l'élève, donc au niveau motricité globale, au niveau du langage, etc. Souvent, des parents arrivent déjà avec un dépistage qui a été fait à l'hôpital, à Chio, si les parents de 0 à 3 ans ont remarqué que leur enfant démontre certains besoins. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on se retrouve avec des familles qui ne se sont même pas rendues compte que leur enfant a soit accumulé un retard au niveau du langage ou au niveau de son développement global, etc. Et à travers le dépistage que nous on fait, ça nous permet de cerner, je veux dire, on n'est pas des médecins, mais on a au moins une façon de se dire, il y a quelque chose au niveau du langage, si on voit qu'on a une certaine préoccupation, on est en mesure de dire aux parents de les référer, aller chercher les services externes, aller voir le médecin ou aller à Chio pour voir s'il y a un besoin de faire un dépistage plus avancé qui permettrait de pouvoir éliminer certaines préoccupations. Nous faisons aussi de la maternelle à la 3e un dépistage des habiletés du langage et de la parole pour les élèves de 4 ans, 5 ans, puis on peut aller jusqu'à la 2e, 3e année. Pourquoi c'est très important? Parce que plus on fait un dépistage beaucoup plus tôt, mieux on peut outiller les enfants. Donc souvent on envoie un formulaire qui doit être signé par le parent. Puis là où des fois où on a certains obstacles, il y a des parents qui refusent de signer ce formulaire et puis à partir d'un certain âge, on ne peut plus faire le dépistage. Donc le plus tôt, le mieux c'est de pouvoir faire ce dépistage. Et puis l'orthophoniste du conseil scolaire peut voir si l'enfant a du retard au niveau du langage, au niveau de l'audition, etc. Puis on peut préparer un plan d'intervention ou des blocs d'intervention qui peuvent réduire l'écart au niveau des besoins de l'enfant. Et puis vous avez le service de premier mot. À partir de 5 ans, premier mot ne prend plus des enfants au niveau de l'orthophonie. Donc c'est l'école qui doit faire le dépistage. Puis la manière comment ça se passe, c'est à partir des observations de l'enseignant qui peut référer à l'orthophoniste. Donc le bloc d'intervention qui se donne par l'orthophoniste, soit c'est en petit groupe, soit c'est de façon individuelle qui est donnée à l'élève de la maternelle à la 3e année qui ont des difficultés au niveau langagier. Puis si éventuellement c'est au-delà d'un besoin de l'orthophonie, il y a aussi des services au niveau de l'ergothérapie et s'il y a d'autres besoins aussi. Et à partir du dépistage, on est capable de pouvoir réorienter les services. Alors, pour les types de placement, dépendamment des enfants, donc on a des enfants qui ont des besoins différents, ça vous donne une idée dans chaque école ce que vous allez pouvoir retrouver ou dans d'autres écoles. Donc, quand on dit l'intégration de l'élève dans une classe ordinaire avec des services indirects, ce qui veut dire c'est l'élève est en salle de classe, il a des services, l'enseignant doit différencier, personnaliser l'enseignement. Classe ordinaire avec appui d'une enseignante ressource. Donc, si votre enfant a un besoin en particulier, l'enseignante ressource peut venir vous donner, selon un horaire de l'appui, au-delà de l'appui qui est donné par la titulaire d'une classe. Classe ordinaire avec retrait partiel. Donc, on peut retirer des élèves pour travailler des fois au niveau de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, selon ce qui est dans son PMI. Classe distincte avec intégration partielle. Donc, ce ne sont pas toutes les écoles qui ont des classes distinctes, ce sont certaines écoles. Certains enfants sont dans des classes, mais sont réintégrés pour les autres matières avec leur classe ou l'école. Classe distincte à temps plein avec intégration à certaines activités. L'enfant est placé en fonction de la décision qui est prise par le CIPR. Donc, certaines écoles ont des classes distinctes, telles que je donne des exemples à l'Odyssée. Puis on les classe pour les élèves TSA, Marie Curie, déficience légère, de la salle au niveau
l'école secondaire, Gisèle Lalande, etc. Donc, toutes ces informations, vous y avez accès sur le site du conseil, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis éventuellement, on a d'autres services tels que l'école provinciale, qui est le centre Jules Léger pour les enfants malentendants, etc. Donc, ça, c'est à partir de consultations que ce placement se fait. C'est surtout au niveau de la 7e année que ce placement se fait. Puis éventuellement, on a d'autres services avec le Conseil catholique, comme les services du transit, qui sont situés un petit peu à travers la ville, si éventuellement notre enfant est placé dans un des services. Alors, classe pour les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. Lorsque l'enfant ne peut pas être dans une classe ordinaire parce qu'il ne répond pas lorsqu'il y a un classement en classe ordinaire, pour les enfants qui ont des besoins particuliers, qu'on n'est pas capable d'offrir les services dans une classe régulière, il y a des classes très spécifiques dans certaines écoles à travers le conseil. Donc ça, ce sont les différentes classes à travers le conseil scolaire. Comme vous pouvez le voir, l'école de lycée, Sarah Marion, Marie Curie, Charlotte Lemieux, l'école Mamami, Gisèle Lalande de secondaire de la Salle, Merdi Laurier. Puis on a une nouvelle classe qui vient d'ouvrir en septembre à Des-Sentiers. Tout ça à la lumière du critère et du CIPR qui va déterminer dans quelle école on pourrait placer. Des fois, c'est très dur pour les parents, sachant que ce n'est pas l'école du quartier. Notre enfant doit prendre un autobus ou un transport adapté, mais c'est parce que l'école du quartier n'est pas en mesure d'offrir le service adapté pour l'élève. Donc, si on va un petit peu plus loin, donc au niveau élémentaire, alors pour les élèves qui ont des besoins particuliers au niveau d'une déficience intellectuelle ou des différentes difficultés adaptatives majeures, il y a l'école Marie Curie qui a une classe. Et voici le critère qui permet à ce que l'enfant soit placé. Pour secondaire, il y a de la salle Pierre Duplois, qui est la nouvelle école qui vient d'ouvrir en septembre. Voilà, donc les autres écoles, c'est les écoles de région en dehors d'Ottawa. Je parlais tout à l'heure du guide des parents. Ce guide est accessible à tous les parents. Souvent, c'est remis aux parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers. Alors, tout est là-dedans. Ça vous explique exactement vos droits, tous les services qui sont offerts. Donc, quand votre enfant est identifié par un CIPR, l'école est tenue de vous remettre ce guide. Et si vous l'avez, prenez le temps de le lire, de préparer vos questions quand vous rencontrez l'équipe de la direction pour pouvoir leur poser. Donc, toutes les informations sont incluses dans ce guide. Chaque année, le conseil est obligé de réviser le guide et de le mettre à jour pour toutes les informations qui s'y rajoutent. Donc, prenez le temps de le consulter. Vous y avez accès aussi sur le site du CPO par curiosité, si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est très important de bien comprendre les différents services, etc. Alors, le processus d'identification, de classement et de révision, c'est lorsque, comme parent, vous avez des préoccupations, vous arrivez avec une évaluation externe qui a été faite par un psychologue et que votre enfant est identifié avec des besoins particuliers. À la demande du parent, on peut faire un CIPR. Comme on peut faire un CIPR à la demande de la direction. Donc, le but du CIPR, c'est de pouvoir identifier et de voir quel est le placement qui va être fait pour l'enfant et de réviser le PUI. Donc ça, c'est par rapport au CIPR. 80% du temps, ce sont les parents qui nous arrivent avec une évaluation. Mais des fois, c'est à la lumière de nos observations, après que plusieurs équipes se sont rencontrées par rapport aux préoccupations qu'on a de l'élève, qu'on peut avoir un CIPR. Donc ça, on a une réunion, donc autour de la table, il faut qu'il y ait une direction, donc une équipe de la direction, les parents, l'enseignant ou l'enseignante ressource pour pouvoir parler à la lumière de l'évaluation des forces, des besoins et des défis de l'élève. Ensuite, une décision est prise. La plupart du temps, si les parents acceptent, on suit notre procédure. Si les parents ne sont pas d'accord avec la décision, on peut aller à une deuxième réunion du CIPR, puis ainsi de suite.
Puis pendant le CIPR, ce sont vos droits. Vous avez le droit de poser toutes les questions à partir du guide et à partir de l'évaluation psychologique que vous avez ou que l'école a dû faire, de préparer vos questions et de les poser. Puis s'il y a une ambiguïté, etc., c'est la responsabilité de l'école de vous l'expliquer. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est de pouvoir aller chercher des informations plus haut pour être capable de comprendre les différentes décisions qui sont prises. Et toutes ces informations sont dans le guide pour les parents. Puis vous avez aussi droit à des traducteurs s'il y a une barrière de la langue pour certaines familles. Donc à la suite du CIPR, on va pouvoir faire un plan d'enseignement individualisé, qui est le PEI, qui est un document légal. À la minute où ce document est créé, cela devient une responsabilité légale. C'est la responsabilité de l'école et de la direction de respecter tout ce qui est mis dans le PEI et d'offrir les services qui ont été mis dans le PEI. Comme parent, vous êtes consulté à l'élaboration de ce PEI. Comme parent, vous avez accès au PEI de votre enfant, vous prenez le temps de le lire et de préparer vos questions s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et de revoir s'il y a des choses qui doivent être modifiées avec l'équipe de la direction et l'enseignant ressources. La direction délègue cette responsabilité à l'enseignante ressources et à la titulaire ou au titulaire de classe. Donc un PEI doit être élaboré pour chaque élève identifié par un CIPR. Un PEI doit aussi être élaboré à titre de document d'appui à la demande d'un équipement personnalisé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des enfants qui sont identifiés sans CIPR. Donc si l'enfant a besoin d'une adaptation, d'avoir un outil technologique par exemple, ou un appareil auditif, etc., nous sommes tenus de faire un PEI justement pour être capable de leur fournir un outil qui lui permettra de pouvoir travailler en salle de classe. Un PEI aussi peut être élaboré pour un élève qui n'a pas été identifié par un CIPR, mais qui n'est pas en mesure d'atteindre les attentes du curriculum ou les attentes sont modifiées à partir du curriculum. Donc, par exemple, un enfant qui est en 3e, 4e année, qui a accumulé du retard en lecture, en écriture, en mathématiques, et qui ne peut pas répondre au curriculum de son niveau actuel, nous pouvons lui faire un PEI. Tout ça, le parent est consulté, et c'est à la lumière de plusieurs preuves d'apprentissage, des échantillons de travaux qui démontrent qu'il accumule du retard, et voici la raison pourquoi nous mettons en place un PEI. Puis le PEI est révisé chaque année, et au cours de l'année, si le parent a des questions, des préoccupations, il peut toujours appeler l'école, revoir le PEI et revoir comment les choses évoluent, s'il y a des choses à rajouter ou s'il y a des choses qui peuvent être modifiées. Alors, la responsabilité de la direction de l'école, par la loi, un PEI doit être terminé dans les 30 jours suite au placement. Donc, dans les 30 jours, nous devons être capables de terminer le PEI et c'est légal. La direction doit aussi s'assurer que le PEI est élaboré selon les normes du ministère de l'Éducation. Et c'est fondé sur les forces de l'élève et les besoins de l'élève. Donc, quand le PEI vous arrive à la maison, il est très important de vraiment bien regarder quelles sont les forces qui ont été mises de votre enfant et quels sont les défis. Et la responsabilité de toute école, donc les enseignants ressources appellent les parents, présentent le PEI, expliquent le PEI. Et s'il y a une incompréhension, étant donné qu'avec Covid, on ne peut pas se voir, mais le parent peut préparer ses questions et puis nous pouvons relire et revoir le PEI avant qu'il soit finalisé. Puis dans le PEI, on tient compte des recommandations qui ont été présentées dans le CIPR. Donc à la lumière de l'évaluation psychologique qui nous a été remise par le parent ou que l'évaluation qui a été faite par l'école, nous devons prendre certaines recommandations qui sont mises. Donc par exemple, une adaptation au niveau de la salle de classe, réaménager la classe, si l'enfant a besoin d'un outil en particulier, etc. Donc, dans le PEI aussi, on énumère les adaptations qui sont mises à la disposition de l'enfant. Le PEI aussi prévoit l'évaluation des différentes attentes d'apprentissage, puis la communication des brevets. Donc, 3 fois par année, vous recevez le bulletin scolaire de votre enfant et le PEI aussi est envoyé le rapport de progrès, ce qu'on appelle, pour voir les attentes qui ont été mises, si l'enfant a été capable de répondre à ces attentes et quel appui lui a été donné pour être capable de démontrer son plein potentiel par rapport à ça.
Et donc 3 fois par année, comme je l'ai dit, le bulletin arrive à la maison avec le rapport de progrès du PEI. Alors, pour être capable de mettre sur pied un PEI, nous, à l'interne, on fait un profil de l'élève. C'est à partir de plusieurs observations de l'enseignante qui, si l'enseignante a des préoccupations au niveau de l'apprentissage de l'élève, on doit suivre cette procédure. Nous nous consultons à l'interne, nous essayons de voir combien de stratégies ont été mises en place, de quelle façon l'enseignante a réorganisé sa salle de classe, a pu répondre aux besoins de l'élève. Puis on essaie de voir, d'avoir des preuves tangibles qui démontrent les forces et les défis de l'élève. Et si, malgré ça, il y a encore de la difficulté, on se réassoit à la conseillère en enfance en difficulté, appuie l'enseignante pour voir qu'elle puisse réorganiser sa classe, revoir la façon comment elle enseigne sa matière, ainsi de suite. Donc tout ça, l'enseignant peut vous le partager, vous dire voici mes observations, etc. C'est pareil pour un enfant qui est identifié par un CIPR, c'est la même chose. Si, en plus de ce qui est mis dans son CIPR, il y a encore d'autres difficultés récurrentes qui sont observées, on passe par ce même processus. Alors, j'espère avoir été capable de couvrir un peu tout. Je vous remercie. Je me permets de vous mettre cette belle citation par rapport aux besoins aux enfants avec des besoins particuliers. Vous savez, les parents nous confient ce qu'il y a de plus précieux. Les enfants avec des besoins particuliers se développent à leur manière. Ils sont juste différents, ils apprennent juste différemment. Et je pense que ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir les voir autrement et de les accompagner pour qu'ils puissent démontrer leur plein potentiel. Merci.